Il me revient donc d'apporter des éléments de conclusion et surtout de synthèse de ce premier colloque que nous avons souhaité organiser. Alors probablement, comme dans toute synthèse, je serai relativement incomplet, autant que j'ai essayé de participer à ce que j'ai pu, et je vais vous dire un peu ce que j'ai capté comme message. Premier message, c'est que j'ai le sentiment d'ailleurs à vous voir encore nombreux, parce que souvent à la fin d'un colloque, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au moment où on doit conclure, on voit les gens s'en aller, donc c'est... donc si l'intérêt du sujet devait être démontré, je pense que c'est fait. C'est fait, vous avez été, de mon point de vue, très nombreux à interagir. Et je trouve qu'un des objectifs qu'on avait, c'était de créer de l'interaction sur ces questions. Moi, j'ai été impressionné, en tout cas, par la nature des témoignages, la réalité et la quantité des expériences. Il me semble que l'intérêt principal de ce colloque, c'était de faire se confronter des éléments assez conceptuels et puis des expériences, hein, d'une manière un peu féconde, comme on le souhaitait. J'ai trouvé que de ce point de vue, il y avait certes beaucoup de choses qui restent probablement à dire pour certains, mais en tout cas, il y a une espèce de fécondité à confronter, à nourrir le concept par les expériences et probablement à nourrir les expériences du concept. Et je pense que ce cercle vertueux est utile pour aborder cette notion, le répit qui est quand même une notion très complexe. Et je le redis à la fin, comme je l'avais dit en introduction, je crois qu'il y a lieu pour nous de faire très attention, de ne pas tout de suite enfermer cette notion ou ce concept dans des logiques ou structurelles ou organisationnelles. Deuxième élément qui m'est apparu à l'écoute des expériences que j'ai pu entendre, c'est que, et j'y reviendrai probablement, mais il existe bel et bien des situations d'indignité autour de cette question de l'aide aux aidants ou de l'absence d'aide aux aidants ou de l'insuffisance de l'aide aux aidants. Il y a des situations d'indignité qu'on vient probablement de corriger, faire émerger le concept de répit impose, à mon avis, d'avoir déjà conscience de situations tout à fait anormales dans une société démocratique comme la nôtre. Alors j'ai essayé de noter quelques points clés là, de ce colloque. Donc je trouvais qu'on parlait beaucoup, bien sûr on a parlé du répit, je vais y venir, mais on a beaucoup parlé des aidants. On ne peut pas parler du répit sans parler des aidants. J'ai retenu quelques éléments de conversation, des verbatims comme ça, autour des aidants. En particulier ce matin, je ne sais plus qui a dit comment les aidants pourraient-ils être écoutés et plus encore entendus, alors même que l'aider n'est pas toujours écouté et pas toujours entendu. J'insiste parce que je trouvais intéressant cette remarque qu'il ne s'agirait pas de transférer les difficultés ou les questions qu'on se pose à propos de l'aider du côté de l'aidant et d'oublier finalement l'objet de tout cela qui est la souffrance de certaines personnes ou de dynamiques qui sont difficiles. J'ai entendu aussi, ce matin également, quelque chose qui m'a interpellé sur le qualificatif auquel on associe souvent le mot aidant. Hein, on parle d'aidant naturel, comme si on ne devait pas interroger ce concept de nature. Est-ce qu'il est naturel d'être aidant? Est-ce qu'il est naturel d'aider? Est-ce que c'est forcément naturel d'être aidant? Est-ce que cela ne peut pas être parfois contre nature pour certains d'aider, voire est-ce que ça ne peut pas être une contrainte d'aider? Je le dis parce que j'ai eu le sentiment qu'il fallait entendre aussi cela, à laisser penser que comme c'est naturel, ça doit se faire sans problème. C'est quelque chose qui mérite, à mon avis, d'être maintenu en permanence à nos consciences. Alors, je retiens, parce qu'il me semble que moi-même je l'avais un peu dit dans l'introduction, mais je retiens, après avoir écouté beaucoup de gens, que, bon sang, l'aidant, donc il doit être aidant, hein, excusez les litotes, hein, mais de fait, l'aidant, il doit être soignant dans les faits.
De fait, en étant soignant, il doit être le partenaire de professionnels, de l'aide à domicile, du soin. Il reste quand même peu d'espace pour que l'aidant puisse rester lui-même. Or, un des enjeux du répit, c'est que l'aidant puisse se retrouver, ou se trouver. Parce que tout ce qui fait l'aidant, aider, accompagner, être un partenaire, continuer à conduire la vie de tous les jours et continuer son activité professionnelle, hein, dans la majorité des cas, 60%, tu disais, Henri. Bon, tout ça pour rien, pratiquement. Tout ça pour rien en termes de reconnaissance. Je ne parle pas d'argent quand je vous dis ça. Je pense quelque part que cette zone d'ombre qu'on essaie d'éclairer en parlant des aidants, ça comporte cette connaissance qu'il faut avoir. J'ai retenu aussi, pour rester dans le sujet de l'aidant, et je vais venir au concept de répit tout à l'heure, que l'aidant vient modifier assez profondément l'approche qu'on peut avoir dans la dimension soignante. On est dans une approche souvent duelle entre le soignant, le soigné, la personne qu'on accompagne et l'accompagnant, entre guillemets. Et voici qu'il y a une espèce de triangulation entre le soignant, le soigné et l'aidant. Et que ce couple aidant-aidé est une nouvelle entité, un nouvel objet, si je peux dire les choses comme ça, de soins. Et ce n'est pas un hasard de parler de couple, parce qu'en réalité, quand des circonstances font qu'une personne peut se retrouver, alors que cela n'avait pas été prévu, en situation d'être aidant, j'ai retiré le mot naturel, ça vient obliger à une reconfiguration définitive. Je dis bien définitive, hein, parce qu'on en discutait également tout à l'heure, définitive reconfiguration des équilibres des personnes et du couple, avec une densification extrêmement importante des affects, des tensions, du fait de la densité de la proximité, et que ceci peut être particulièrement difficile à vivre et à supporter et à vivre dans le temps. Je dis que ça ne se termine pas quand la situation d'accompagnement est terminée, parce que je pense que les transformations, les modifications des équilibres retentissent pour le restant des jours des personnes. Alors pour ce qui concerne le répit, donc on a bien compris, je vais pas y revenir, que le contexte qui fait qu'on parle de répit, c'est un contexte qui est celui des maladies chroniques ou chronicisées, ou de la chronicisation, qui est une dynamique qui fait qu'il n'y a jamais quelque chose de stabilisé. Je ne sais pas si mon propos est clair, c'est quelque chose qui est insécurisant par définition, la chronicisation. Chroniciser, ça veut dire que c'est fait, c'est un état. La chronicisation, il y a quelque chose qui est toujours en train de changer, une reconfiguration permanente qui est obligée. La notion de maladie grave est derrière, la notion de handicap, la notion de dépendance, on a beaucoup discuté de la sémantique autour de tout cela. Bref, ce sont des situations qui souvent n'étaient pas prévues initialement, qui sont donc qui nécessitent donc une forme de reconfiguration dans les rapports entre aidant-aidé, entre aidant et le monde de son travail, aidant et l'environnement antérieur de l'aidant qui a tendance à disparaître. Bref, ce sont des situations complexes. Je renvoie en cela à tout le travail qu'a écrit Edgar Morin, que vous connaissez probablement, sur la complexité dans le champ de la santé. On est au cœur d'une dimension complexe. Alors ça peut être au plan médical, au plan social, au plan familial, mais probablement c'est complexe parce que ça touche à tous ces éléments de la complexité. Donc quand on dit complexité, ça veut dire qu'en face, on parle de fragilisation des personnes et des équilibres. Et si on parle de fragilisation, on parle aussi de vulnérabilisation et de vulnérabilité des personnes, avec, dans un contexte sur lequel on a pu discuter, un contexte d'économie contrainte, de peur du lendemain, un risque réel qu'il ne faut pas nier d'exclusion de notre conscience, de ces situations complexes, de ces situations de fragilité, ou un autre risque qui serait celui de vouloir faire rentrer ces situations qui, parce qu'elles sont complexes, sont toujours des situations singulières, dans une approche normative.
en disant ces situations complexes, il faut les aborder de cette manière. On a bien vu, me semble-t-il, que le répit est un concept finalement multimodal, intermodal, hein, multifonction, multigenre, multifacette. Vous allez me dire, bonjour la synthèse, quoi, hein, c'est vrai que c'est probablement, ça apparaît, enfin, sur des questions complexes, hein, plus ça vient, moins ça va pour nous. Hein. C'est-à-dire que plus on creuse la complexité, plus elle nous apparaît, cette complexité assez abyssale, entre guillemets. Mais c'est l'enjeu de maintenir, pour nous, cette dimension de la complexité au cœur de notre approche, pour ne pas avoir des systèmes qui seraient des systèmes, comme je le disais tout à l'heure, normatifs ou réducteurs, pour appréhender cette notion. Donc, il y a une dimension structurelle dans la notion de répit, des structures de répit, on en a parlé, organisationnelles, organiser les parcours pour que le répit puisse s'insérer dans des parcours et ne pas être une rupture. Entité temporelle, c'est vrai qu'il peut y avoir des moments de répit, puis des retours à une situation différente, puis à nouveau du répit, et puis surtout, concept tout à fait singulier, je le disais, parce que c'est complexe, c'est une approche singulière et adaptée à cette singularité qui doit être mise en place. Il y a des mots comme ça qu'on a entendu beaucoup. Je pense que si on avait un analyseur de fréquence des mots, on aurait entendu beaucoup le mot de coordination. On aurait entendu beaucoup le mot d'adaptation et d'adaptabilité. On aurait beaucoup entendu le mot de nécessité d'une offre nouvelle et d'absence de cette offre. Et puis on aurait beaucoup entendu quelque chose qui peut-être n'a pas été suffisamment investi, me semble-t-il, mais parce que le temps nous manquait et probablement il faudra que nous y revenions. En face de cela, il y a à réfléchir sur les nouvelles formes de solidarité qu'on doit pouvoir développer. Solidarité ne devant pas être fondue ou confondue avec le bénévolat, de mon point de vue. J'ai bien entendu aussi que concernant les bénéficiaires du répit, donc a priori, et jusqu'à preuve du contraire, l'aidant doit bénéficier du répit, l'aidé doit pouvoir bénéficier du répit, le couple aidant-aidé doit bénéficier du répit, puis j'ajouterais que le système de santé doit bénéficier du répit. J'ai un peu perdu dans mes notes, mais ce n'est pas très grave. Alors, on avait inscrit dans les objectifs de ce colloque de penser la question de la place du droit autour de ce concept de répit, et on avait nommé la notion de droit au répit. Ce qui est apparu ce matin, mais au fil de toutes les réunions, de tous les échanges que nous avons pu avoir, c'est que le droit, ça peut être un formidable alibi pour ne rien faire. On peut inscrire quelque chose dans le droit. J'ai donc, comme je te le disais, Henri, découvert ou redécouvert que finalement le répit était inscrit dans plusieurs lois. La loi relative à la réforme des retraites. J'ignorais complètement qu'on avait intégré le répit là-dedans. La loi relative, on en a parlé ce matin avec Michel Delaunay, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, hein, qui est en cours de navette entre les deux assemblées, a intégré la notion de répit sous une forme particulière, puisque c'est un droit à une semaine d'accueil temporaire pour les patients lourds, si j'ai bien compris. Mais je me suis souvenu, ça a été dit par un intervenant ce matin, plus exactement, que la loi pour l'égalité des droits et des chances du 11 février 2005, la loi relative au handicap, pour faire simple, avait elle-même ouvert une forme de droit à une forme de répit, qui est là aussi la question de l'accueil temporaire, avec ce risque de confondre répit et accueil temporaire, me semble-t-il. Non, il est apparu quand même au fil de nos conversations que cette question du droit, si elle est importante, elle touche, elle doit arriver au terme de quelque chose qui est
une conscience, une perception d'un besoin, une conscience que ce besoin implique des modifications profondes, et une conviction qu'il faut modifier les choses. D'ailleurs, le risque qu'il y aurait aujourd'hui à revendiquer tout de suite, maintenant, un droit au répit, serait, comme on le voit pour de nombreuses lois, qu'il n'y a aucune incarnation de ce droit et que ça ne se traduirait dans les faits par rien, entre guillemets. Donc, conscient de ce risque, il me semble qu'il est important d'insister sur la nécessité via le débat public, on voit bien, je parlais de fécondité de l'échange entre la théorie et l'expérience tout à l'heure, que ceci produit, à mon avis, quelque chose qu'on pourrait appeler une forme d'amélioration. Je crois qu'il faut continuer. Je crois qu'il faut parler de cette question du répit. Il faut qu'on continue, on en parlait avec Henri et Mathias tout à l'heure, il faut maintenir une forme de pression autour de nos décideurs sur cette question, pression pas malsaine, mais tout simplement parce que nous sommes tous ici conscients de la nécessité de développer ce répit, mais on est aussi conscient, je pense que vous l'avez compris, que parlant du répit, on parlait finalement d'une modification assez radicale, d'une nécessité d'une modification assez radicale de notre système de santé, en particulier autour de ce qui est de l'aide au maintien à domicile ou dans une structure qui serait choisie par les personnes, avec quelque chose qui pourrait s'apparenter à un sens de la vie. Donc là, il y a à la fois une perspective, mais des risques aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, on perçoit le domicile comme une source d'économie fondamentale, simple. Hein. Le domicile, ça coûterait moins cher que le... Or, et je l'ai entendu hier, je crois, cela, il y a actuellement déjà à domicile une raréfaction de l'offre, une forme de pauvreté à certains endroits de la possibilité du maintien à domicile. Et si on ne vient pas apporter la possibilité, et donc les moyens qui vont avec, par des transferts de moyens, de maintenir au domicile des personnes qui le souhaitent, si on ne vient pas, et pas uniquement dans une logique de penser l'organisation du système de santé, mais si on ne vient pas sur une question plus éthique ou philosophique, réfléchir en termes de société à cette tendance à une surmédicalisation de toutes ces questions de dépendance, enfin surmédicalisation, ça veut dire que je porte un jugement là-dessus, mais il me semble que nous sommes en Europe ceux qui médicalisons le plus et qui hospitalisons le plus les personnes au motif qu'elles sont dans des situations de dépendance, de handicap et de chronicité, entre guillemets. Ce faisant, je crois que... on ne répond pas à des enjeux économiques intéressants, parce qu'il y a une économie majeure à faire. Si je mets déjà de côté la vision budgétaire de l'économie, il y a une économie évidente, c'est celle de la souffrance des gens, si on veut bien s'occuper de cette question du répit. Je reprends ce que disait notre collègue, je ne me rappelle plus de son nom, Isabelle, l'avocate Martine Isabelle, ce matin, avec un accent très agréable, nous disant que on peut discuter des enjeux économiques du répit, hein, mais il y a peut-être deux phrases que j'ai retenues de ce qu'elle disait, parce que vouloir démontrer des évidences quand même de temps en temps, c'est un peu casse-pied. Un aidant fatigué, ça coûte cher. Une personne qui ne peut compter sur un aidant parce qu'il est fatigué, ça coûte très cher. Alors quand le terme de coût est devant être conçu, pas uniquement en termes financiers, hein, de mon point de vue, hein, les coûts en matière d'épuisement et les conséquences de cela en termes de mauvais traitement, voire maltraitance, sont une évidence. Voilà, donc je pense avoir très mal résumé tout ce qui s'est dit. En tout cas, on ne peut pas le résumer. Je pense que ça fera l'objet, si j'ai bien compris, d'un reporting complet qui sera mis sur le site, non, je ne sais pas où adresser aux gens, enfin consultable, téléchargeable peut-être, enfin, et plus si affinité d'ailleurs. Non, mais je pense que c'est important. Je remercie beaucoup Henri de tout cet effort considérable pour créer cette dynamique. Puis c'est important de laisser une trace.
parce que c'est sur cette trace qu'on va pouvoir s'appuyer pour envisager la suite, peut-être de ce colloque qui a montré tous les enjeux et tout l'intérêt de la rencontre et qui nous a montré surtout qu'il fallait probablement renouveler l'expérience. Donc, comme je le disais à Henri, je pense que dans les 6 mois qui viennent, Henri nous réorganisera un colloque. Ce n'est pas difficile pour lui, donc il n'éprouve aucune fatigue. Alors je mets ça entre guillemets, je mesure combien, et je sais combien ceci est très lourd, mais je pense qu'on se le disait tout de suite, peut-être que dans les 2 ans, réorganiser une manifestation de ce type-là, ça, à la fois ça respecterait la fatigue de l'organisateur et les besoins des personnes qui sont ici et d'autres encore, me semble-t-il. Et d'ici là, je pense qu'il faut maintenir et renforcer la dynamique et la réflexion sur ce sujet, analyser les expériences. Moi, je vous encourage, je sors totalement du sujet là probablement, je vous encourage, pour ceux qui sont dans des véritables expériences, à bien mettre en avant l'évaluation de ces expériences, évaluation qui doit être distanciée. On a tendance, quand on est dans des logiques comme celles sur lesquelles on travaille, à être un peu le nez dans le guidon. Et je pense qu'il faut s'autoriser à avoir un regard extérieur sur ces questions en termes d'évaluation. Seuls les chiffres, l'évaluation, la qualification permettent de faire avancer les choses. Les expériences en elles-mêmes sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes, me semble-t-il, pour faire bouger nos décideurs sur des questions qui peuvent nous apparaître comme des évidences. Mais vous connaissez l'aveuglement qu'il peut y avoir autour d'évidence, hein. C'est-à-dire que quand on ne veut pas voir quelque chose, parce que ça vient toucher à la question de la vulnérabilité, ça vient être un effet miroir sur nos propres peurs, nos propres représentations, je pense qu'on peut être surpris que les gens ne comprennent pas ce que l'on essaie de dire, mais n'en soyez pas surpris. Je crois que ça s'apparente à des mécanismes de défense individuels et collectifs, et c'est très fort, les mécanismes de défense, hein. Il en est ainsi du rapport de notre société à la mort, à la vieillesse, au vieillissement et probablement au handicap et à la perte d'autonomie. Je crois que tout ce que je suis en train de dire représente ou concentre tout ce qui fait peur à chacun d'entre nous. Et éclairer ces zones d'ombre est, à mon avis, faire œuvre d'utilité publique. Voilà, je vous remercie beaucoup et merci à vous en tout cas d'être allé au bout.